positive. L'objectif, ça va effectivement de vous partager énormément de contenu, déjà de comprendre pourquoi l'influence est important. On va parler d'éthique, on va parler d'influence cognitive. Et donc, je vais vous partager plusieurs techniques que vous allez pouvoir utiliser au quotidien, au travail, pour justement arriver à embarquer les gens avec vous sans leur imposer quoi que ce soit. Et je vous partagerai à la fin un petit tableau récap. Comme ça, vous aurez aussi toutes les ressources à disposition beaucoup plus facilement. Alors, qui je suis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore? Donc, moi, je suis Amélie Favre-Guité, je suis la fondatrice de Talent Management. À l'intérieur, on a plusieurs activités. Madircom, qui est un cabinet de conseil RH et de formation. On a également Pim My Career, qui intervient dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs pour partager des conseils et astuces aux étudiants et alumni. Et puis, on a également Boost Me Up, où on fait également de la formation, plus autour du management intergénérationnel. Et pour l'occasion, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle 30 pratiques RH pour valoriser les seniors en entreprise. C'est bientôt Noël, pensez à l'offrir à tous vos RH préférés ou managers préférés qui en auraient besoin. Alors, comme je vous disais, le programme d'aujourd'hui, donc apprendre plein de techniques cognitives importantes qui sont à la fois des outils simples et qui se veulent aussi efficaces. Et on va creuser un petit peu là-dessus pour se dire, OK, comment au quotidien on peut améliorer sa communication et comment on peut justement arriver à influencer de manière positive. On va voir aussi très rapidement la différence avec la manipulation, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes spectres, et heureusement. Et aujourd'hui, c'est vraiment la manière dont on va communiquer qui va nous permettre d'influencer et d'embarquer les gens, potentiellement de les rendre plus motivés au travail, de les impliquer et de faire en sorte que les gens aient envie de vous suivre dans les projets au quotidien. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour arriver à convaincre beaucoup plus facilement. Et puis, on va essayer de voir aussi concrètement comment vous pouvez utiliser ça dans la vie quotidienne et professionnelle, que ce soit pour diriger une équipe, convaincre lors d'une réunion, ou on va le voir aussi sur la fin, comment désamorcer certains conflits avec justement la manière de certaines techniques plus une communication orale mais aussi non verbale qui sera importante. Donc voilà, l'objectif, c'est que vous puissiez tous repartir à la fin avec des techniques applicables dès aujourd'hui, et ce sera clairement le challenge que je vous inviterai à faire sur la fin. Pardon. Donc, l'importance de l'influence aujourd'hui. Bon, forcément, on en a bien conscience que l'influence, c'est partout. Ça pourrait presque être le slogan de démarrage de ce webinaire. Que l'on parle de réseaux sociaux, de prise de décision, même d'échanges au quotidien, on sait que l'influence, ça va se glisser en fait dans tous les aspects de notre vie. Donc, on le voit sur les réseaux sociaux, quand on va juste faire un like ou on va partager un avis, on est déjà dans de l'influence parce que on influence en retour aussi sans même s'en rendre compte. L'influence, c'est quelque chose qui va faire partie intégrante de notre relation professionnelle, de notre manière d'être, de notre leadership et même de la manière dont on va se percevoir. Et j'ai envie de dire, pensez à, je vais prendre dans la vie quotidienne, une recommandation de restaurant que vous avez peut-être partagée à quelqu'un ou un conseil professionnel que vous avez donné à un collègue, c'est déjà de l'influence en fait. Souvenez-vous peut-être d'un discours marquant d'une personne qui a su vous motiver, vous donner envie de faire quelque chose. Et sans vous en rendre compte, cette personne a exercé en fait une influence sur vous. Et encore une fois, que ce soit conscient ou pas. Ça, c'est vraiment des éléments qui sont essentiels. On prend là l'exemple typiquement le fait de bien manger, c'est de l'influence. Quand on a les pubs au quotidien qui nous disent manger 5 fruits et légumes par jour, c'est de l'influence. Alors, on a les exemples d'influenceurs sur les réseaux sociaux. On voit les marques qui vont collaborer avec des influenceurs parce qu'ils ont une communauté et ils ont un pouvoir justement pour convaincre, en tout cas dans leur discours. Et quand vous avez quelqu'un qui va prôner une vie saine et qui partage des recettes équilibrées, c'est de l'influence. C'est-à-dire qu'il va vous donner envie d'adopter aussi ses habitudes saines. Ça, c'est un exemple d'influence positive. C'est histoire de motiver les gens à faire des choix qui vont être bénéfiques pour eux. Maintenant, l'influence en entreprise, on l'a aussi. Un manager qui va utiliser une approche positive, l'objectif, c'est d'inspirer l'équipe. Par exemple, le chef d'équipe qui va valoriser le travail de ses collaborateurs, qui va écouter ses équipes, qui va leur donner des responsabilités, c'est de l'influence positive à travers la motivation. Et donc ça, l'objectif, c'est forcément de créer une dynamique au sein des équipes pour qu'ils se sentent beaucoup plus engagés, prêts à s'investir. Ça, encore une fois, c'est quelque chose pour construire un environnement de travail beaucoup plus sain, beaucoup plus harmonieux
toujours dans une optique de productivité, on est bien d'accord. Et en fait, l'influence, qu'il faut se dire, c'est que qu'elle soit sur les réseaux sociaux, qu'elle soit dans notre vie quotidienne, qu'elle soit en entreprise, son objectif, c'est d'avoir un impact qui va être profond, qui va être vrai, qui va être là pour accompagner le changement, mais un changement qui va être bénéfique pour les 2. Et en fait, lorsque c'est utilisé de manière éthique, encore une fois, et ben, ça veut dire qu'on ne cherche pas à manipuler. On cherche plutôt à encourager l'autre à grandir, à prendre une décision qui va être bénéfique pour lui, donc une décision positive. Et c'est là aussi toute la différence avec la manipulation. C'est que la manipulation, on va tendre à avoir quelque chose pour notre avantage à nous et on ne se soucie pas de l'autre, tandis que l'influence, on cherche à sensibiliser l'autre, à l'encourager dans un choix, mais qui va être utile pour les deux, c'est-à-dire pour nous, mais aussi pour l'autre. Donc c'est vraiment ça la grande différence avec les deux. Je regarde le chat, si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez surtout pas. Je sais que c'est important. Donc l'éthique de l'influence, donc la différence véritablement, c'est parce que le mot éthique, des fois, il est un petit peu fort. On sait que l'influence, c'est un outil qui est quand même bien puissant, mais c'est aussi crucial de l'utiliser de façon, encore une fois, positive. L'influence éthique, ça repose sur quelque chose de sincère. Encore une fois, ça veut dire on va être dans un échange avec une personne de manière transparente. On va respecter aussi le choix de l'autre. Elle le veut pas. Lorsque on va utiliser cette influence éthique, on va inspirer, on va guider, on va orienter, on va accompagner. On va l'accompagner vers un choix qui on suppose qui va être bon pour lui. Encore une fois, on n'est pas là pour imposer nos idées, notre volonté. En revanche, la manipulation, elle est là pour forcer quelqu'un. On va, le pousser, à, accepter un point de vue et on va pas du tout se soucier de ses besoins, et on ne s'intéresse pas à son consentement. Là, on est vraiment sur de la manipulation. Si je devais prendre un exemple, imaginez un collègue qui envisage de lancer un projet. C'est un projet qui lui tient à cœur, mais il hésite encore à le lancer. Et ben, l'influence positive, ça va être de l'encourager. Ça va être de souligner justement qu'il a les compétences pour y arriver. C'est aussi de lui partager tous les avantages qu'il a à lancer ce projet, à y aller. Et se dire, bah, OK, c'est normal que tu hésites, vas-y à ton rythme, vas-y petit pas par petit pas. Là, on est sur de l'influence. La manipulation, ça va plutôt être dire, bah, en fait, ouais, si tu lances ce projet uniquement pour servir tes propres intérêts, il n'y a aucun intérêt, mais en fait, tu es ultra égoïste, tu as raison de ne pas y aller, d'hésiter. Et on va vraiment se dire, OK, je ne veux pas qu'il lance son projet parce qu'il va peut-être venir en concurrence au mien. Et donc, je vais tout faire pour le casser parce que je sais que si au contraire, je l'encourage, si au contraire, je l'aide à voir les choses sous un autre regard, sous un autre angle, eh ben, ça peut être bénéfique pour lui, mais du coup, ce ne sera pas bénéfique pour moi. Là, on est sur vraiment de la manipulation. Et ça, c'est demandez-vous la dernière fois que quelqu'un vous a influencé, que ce soit positivement ou vous a manipulé. Donc là, du coup, c'est négatif. Et se dire, bah, tiens, comment j'ai fait pour est-ce que je m'en suis rendu compte que je me faisais influencer ou est-ce qu'au contraire, bah, non, je ne l'ai pas, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un choix qui était bénéfique pour moi et en fait, bah, je ne me suis pas rendu compte que c'était de l'influence. Et en fait, on se dit quand on est influencé au quotidien pour vraiment, enfin, encore une fois, l'influence de manière positive, c'est des choses qui arrivent quotidiennement, qui sont censées nous inspirer, mais pas nous contraindre. Encore une fois, c'est vraiment ça la différence. Je vous ai pas mis le texte qui devait s'afficher en même temps. Voilà, encourager versus obliger quelqu'un, réfléchir à son intention. Et c'est vrai que le moment présent, le fait de réfléchir à est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que je cherche à influencer ou est-ce que je cherche à encourager, est-ce que je vais être dans l'échange, dans l'interaction, est-ce que je suis sincère dans ce que je fais. Ça, c'est un peu les fondements aussi de la confiance, c'est-à-dire est-ce que j'inspire confiance pour que la personne me croie et voit le bien commun que j'ai quand je vais lui recommander des choses. Tout ça, c'est de l'influence positive. Maintenant, d'où ça vient, ce fondement de l'influence, positive qu'on appelle souvent ça influence, bah, c'est l'influence cognitive. C'est quelque chose qui est quand même très ancien. Hop, je vous affiche tout ça. Ça repose sur, un principe en psychologie, dont l'objectif est de rendre forcément ce message plutôt attractif, faire en sorte que le message soit entendu et retenu. Donc, on va aussi agir beaucoup sur la redondance du message. Donc, il doit être dit plusieurs fois.
Encore une fois, c'est pas pour manipuler, mais c'est juste que la répétition a aussi son importance pour qu'elle soit ancrée dans la mémoire à long terme. Et en fait, c'est notre ami Robert Cialdini, expert en psychologie, vous avez peut-être déjà lu son livre Influence et manipulation, qui a identifié en fait 6 principes de la persuasion et qui permettent d'influencer positivement. Donc on a la réciprocité, l'engagement, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité et la rareté. Si on commence par la réciprocité, c'est notre tendance en fait à rendre l'appareil quand quelqu'un nous rend service, c'est-à-dire qu'on a envie de l'aider. Ça peut être aussi simple qu'un acte de gentillesse, en fait. C'est, bah, tiens, je t'ai aidé sur tel projet, bah, du coup, je suis beaucoup plus enclin à t'aider la fois suivante aussi, parce que tu m'as aidé. On le voit aussi dans les campagnes de dons, dans tout ce qui est ONG. Elles envoient souvent des petits cadeaux. On a tous reçu là, en ce moment par la poste le petit calendrier, le petit calepin, le petit stylo. Et en fait, c'est un petit geste qui, bah, même si c'est symbolique, bah, ça crée un sentiment d'obligation. Et en fait, les gens, assez inconsciemment, se disent, bah, tiens, j'ai reçu ce cadeau, bah, moi aussi, je vais être peut-être un peu plus enclin à faire un don à cette association en retour. Ça, c'est vraiment le côté réciprocité. Engagement et cohérence, si, en fait, quand vous allez avoir une personne qui va s'engager publiquement dans une action ou ça peut être une idée aussi, ben, en fait, elle a tendance à rester cohérente avec cet engagement. Si je vous prends un exemple, c'est dans un contexte pro, si un collègue accepte publiquement de soutenir un projet, bah, forcément, il va être beaucoup plus enclin à participer à ce projet parce qu'il veut rester fidèle à son idée, à son engagement initial. Il l'a dit, donc bah, pour pas perdre un peu la face, bah, il va du coup être beaucoup plus engagé dans le projet puisqu'il l'a dit ouvertement à tout le monde. Ça va être quelque chose que vous allez pouvoir utiliser au travail quand vous allez travailler en équipe et si vous voulez que l'ensemble de l'équipe s'engage dans un projet, et bien en fait, au lieu que individuellement chacun choisisse la partie qu'il va faire ou les éléments de recherche qu'il va devoir réaliser, ben, vous allez demander à ce que chacun en réunion dise bah tiens, moi je travaille sur tel sujet, moi je vais prendre telle partie, moi je vais prendre telle partie, et on va créer un effet de groupe et d'engagement et de cohérence ensemble. Et c'est un peu, on y va ensemble, on s'engage ensemble, et comme on l'a tous dit, eh ben, on est tous solidaires dans cet engagement. Et ça crée aussi un engagement fort au sein d'une équipe. On a la preuve sociale, bah, c'est le concept. Ah, je sais pas si des fois j'entends des petites voix. N'hésitez pas à couper les micros, parce que du coup, des fois j'ai des petits doublons. Donc la preuve sociale, c'est le fait d'avoir tendance à faire confiance à ce que font les autres, surtout quand nous, on a tendance à hésiter. Typiquement, imaginez que vous cherchez un restaurant, vous voyez 2 établissements et puis, bah, vous en avez un qui est vide et l'autre qui est plein. Allez-y, allez-y. Ah, qui c'est qui parle? J'entends rien. Désolée. Donc quand vous avez ces 2 restaurants, l'un vide et l'autre plein, et ben, on a tendance à aller vers celui qui est beaucoup plus rempli parce que vous allez vous dire: «Bah oui, mais s'il a des clients, ça veut dire qu'il est forcément de meilleure qualité», et donc on va vers celui où il y a beaucoup plus de monde, et c'est aussi pour ça, et c'est une technique qui est bien connue des restaurateurs, c'est pour ça que très souvent quand vous rentrez dans un restaurant, ils vont vous mettre près des fenêtres pour que les gens vous voient de l'extérieur. Ils vont pas forcément aller vous planquer au fin fond de la salle. Il faut que les gens vous voient pour donner envie aux prochains de rentrer dans le restaurant. Donc ça, c'est une technique, la preuve sociale, qui est très souvent utilisée. On a la technique de la sympathie. La sympathie, c'est le fait qu'on est plus facilement influencé par des gens qu'on aime ou avec qui, en tout cas, on a des points communs. Typiquement, les marques vont utiliser souvent des célébrités sympathiques, des gens qui ont justement une image, une aura déjà sympathique, ou des influenceurs que l'on aime bien pour promouvoir leurs produits. Et on le voit d'ailleurs, les marques qui vont se désister tout de suite dès qu'il y a un conflit, un problème avec un influenceur ou une star, et ben tout de suite, ils le retirent des campagnes. Et donc, en fait, si on aime ou si on admire une personne, ben, on est beaucoup plus réceptif au message qu'elle va nous partager. Si on a Eva Longoria qui nous dit quelque chose sur une crème magique, bon, bah forcément, on va l'écouter un petit peu plus que si c'était un parfum inconnu qu'elle allait nous en parler. Ça, on est vraiment sur le côté sympathie. C'est une personne qu'on aime bien, qu'on a l'impression de bien aimer et de bien connaître. En tout cas, on la trouve sympathique. Donc, inconsciemment, tout ce qu'elle va dire, on va lui donner beaucoup plus de poids.
On a aussi le principe d'autorité. Alors ça, c'est les gens qui ont tendance à suivre les conseils qui sont donnés par une figure d'autorité. Ça peut être des experts et donc on le voit pareil dans la pub, on le voit énormément, où on va utiliser, le médecin, le dentiste, qui font encore figure d'autorité. Donc dans le domaine médical, c'est quelque chose qui est très, très souvent utilisé. C'est vraiment une autorité d'influence, qui va agir directement pour nous inciter à faire telle et telle décision. Encore une fois, on est sur quelque chose d'une influence positive, parce que dans le domaine médical, c'est quand même pour notre bien. Donc, on essaye de nous imposer une autorité, une figure d'autorité, qui ne l'empêche pas, on peut les jumeler, hein, figure d'autorité avec un capital sympathie, les deux peuvent aller ensemble sans aucun problème. Et puis, on a le côté rareté aussi qui va rentrer en ligne de compte. On valorise forcément ce qui est rare ou ce qui est limité en quantité ou limité dans le temps aussi. Les promotions qui sont limitées sont souvent beaucoup plus efficaces. On le voit hein, quand vous voyez dernière chance pour obtenir tel produit ou plus que 5 articles en stock, tout doit disparaître avant Noël. Bon, bah voilà, forcément, on se dit, il ne faut pas que je manque l'opportunité. On le voit aussi, tous ceux qui vendent des formations en ligne, vous avez toujours la super promo, vous voyez le prix, genre 5 000 $ la formation, et d'un coup, la formation, elle passe à 300 $. Donc tout le monde se dit, mais comment c'est possible? Et il dit, OK, vous avez 24 heures pour bénéficier de cette promo, sinon la promo disparaît et je remets la formation à 5 000 $. Ça, c'est très utilisé dans le marketing en ligne, en disant, OK, on a une promo sur une courte durée, en disant, bah, OK, ça peut être les 100 premiers qui s'inscrivent, ou ça peut être simplement sous 24 heures, vous avez 48 heures, vous avez 2 heures. Et vous voyez le décompte d'ailleurs souvent sur ces sites-là pour vous inciter à dire, bah, il ne faut pas que je rate cette occasion incroyable d'acheter cette promotion pour bénéficier du produit. Ça, c'est des principes qui sont simples, mais qui sont quand même très puissants et qui participent vraiment à la manière d'influencer, si possible de manière éthique et positive. Bon, la promo de 24 heures, je ne suis pas sûre que ce soit très éthique, mais en tout cas, ça permet de rendre très souvent les messages beaucoup plus engageants et encore une fois, d'éviter de tomber dans la manipulation. On va aussi aborder toute la partie sur les biais cognitifs, parce que c'est quand même très important. Il y a plusieurs biais qui sont aussi importants, parce que les biais cognitifs, donc c'est tout ce qui est raccourcis mentaux que notre cerveau va faire. Pourquoi? Parce que le cerveau, dès qu'il va recevoir une information, il va classer l'information, il va la mettre dans des tiroirs et en fait, l'objectif pour lui, c'est de nous aider à prendre des décisions plus rapidement. Et donc c'est dans certains tiroirs, il va classer certains biais cognitifs, certains stéréotypes, certains préjugés dans ces tiroirs de manière un peu des fois rapide. Donc des fois, il faut lui dire que non, il les a pas bien rangés là où il fallait. Et donc ça va influencer comment on va percevoir les choses, comment on va percevoir les informations. Ça peut nous amener aussi des fois à faire des conclusions biaisées, hein, d'où les biais et les stéréotypes. Et arriver à comprendre ça, ça va être aussi important parce que ça nous permet d'anticiper nos réactions et d'adapter aussi notre communication. Là, je vous en ai mis les principaux, il y en a beaucoup des biais cognitifs. Je crois qu'il y en a plus de 195 ou même voire beaucoup plus, donc il y en a énormément. Là, j'ai surtout voulu mettre en avant le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à rechercher et à valoriser une information qui confirme notre croyance et on va ignorer toutes les informations qui contredisent notre croyance. Typiquement, quand vous avez quelqu'un qui croit absolument que, je sais pas, au bienfait du sport pour réussir, bah oui, moi, si je veux réussir ma vie, il faut que je fasse du sport. Il va naturellement aller chercher des articles, il va aller chercher des études, il va aller chercher des témoignages qui vont dans ce sens. Et en fait, il va ignorer tout ce qui pourrait nuancer sa conviction. Ça, on le voit dans tout et on le voit aussi au niveau politique. Quand on est convaincu de quelque chose, on va chercher les informations qui vont nous confirmer cette croyance et on ne va pas chercher à élargir notre vision en disant, faut peut-être que j'arrive à peser le pour et le contre. Ça, notre cerveau, il n'aime pas. Notre cerveau, il aime bien quand il y a une idée bien précise et il n'aime pas avoir justement des nuances. Donc, le biais de confirmation, c'est quelque chose qui est très important et très souvent utilisé, alors très souvent utilisé aussi en recrutement, si on veut arriver justement à influencer son interlocuteur. On a l'effet de halo. Ça, c'est le fait que ça nous pousse en fait, à attribuer une qualité à une personne en fonction de la première impression qu'elle nous a envoyée. Typiquement, l'entretien d'embauche, si le candidat il est bien habillé, il est souriant, il est confiant, et ben, il va être perçu comme compétent.
D'ailleurs, il y avait une étude qui avait été faite par Photophiller qui avait démontré que sur une photo, une personne qui souriait, eh bien, on la percevait également comme beaucoup plus compétente que si elle faisait une photo sans sourire. C'est quand même assez incroyable. Et l'idée, c'est que forcément, ça fait un biais. Donc, on a cette première impression et notre cerveau va rester sur cette première impression. Donc, si on a l'impression que cette personne, elle est plus compétente, elle est plus performante, et ben, même si la personne a peut-être des lacunes, manque peut-être de certaines compétences ou expériences, et ben, comme on a cette première impression qui nous dit que cette personne est forcément très compétente, et ben, le cerveau va chercher la confirmation. Donc, en plus, il va utiliser aussi le biais de confirmation. Il va chercher la confirmation que cette personne est effectivement compétente et on ne va voir que ça. Et donc, parce qu'en plus, les biais peuvent s'additionner entre eux, donc c'est ça qui est sympathique aussi. Et puis, on a le biais de familiarité aussi, c'est qu'on a tendance à avoir une préférence sur tout ce qui nous est familier, parce que c'est quelque chose qui va rassurer aussi notre cerveau. C'est quelque chose que le cerveau, il n'aime pas quand c'est différent, parce que pour lui, c'est potentiellement un danger. Et donc, tout ce qui est pour lui digne de confiance, c'est quelque chose qui est familier. Si et alors, je vous parlais de la répétition tout à l'heure, et ben, le biais de familiarité va jouer aussi sur la répétition. Typiquement, c'est la publicité. Plus on va voir un logo, plus on va voir un produit, plus il va nous paraître familier et donc ça va nous rassurer. Et si ça nous rassure, bah, ça va potentiellement nous donner envie de l'acheter. Donc la répétition dans la publicité sert typiquement à ça. Ça à nous rassurer, encore une fois. Et donc, l'idée, ça va être pour intégrer en fait tous ces concepts, réfléchissez en fait à une situation où vous avez peut-être été influencé par un de ces biais. Je sais pas, est-ce que vous avez récemment décidé de choisir un produit parce que vous l'avez vu sur une publicité, parce qu'une personne en a parlé, parce qu'on on vous en a dit du bien, vous avez vu quelqu'un que vous connaissez l'utiliser. Donc ça peut être aussi le biais de familiarité, la répétition, mais une personne qui nous est proche. Et cette première impression, quand, je sais pas, on vous a fait tester un produit sur le marché, c'est ça aussi l'effet de halo. Quand vous êtes au marché, qu'on vous fait goûter les produits, et ben quelque chose qui va nous donner cette première impression positive va nous donner envie d'acheter beaucoup plus facilement ce produit. Ça peut être plein de techniques qu'on peut observer au quotidien, se dire tiens, est-ce que mes décisions, elles sont vraiment issues de moi, est-ce que je suis vraiment libre finalement, est-ce que je suis vraiment consciente de mes décisions ou est-ce que je ne suis pas influencée au quotidien. Et en fait, plus on va chercher à comprendre ces biais, plus on va arriver à comprendre tous ces principes de persuasion, et ben, plus on va développer aussi une meilleure compréhension et une meilleure conscience de tout ce qui peut nous influencer au quotidien, ce qui va nous permettre aussi de faire des choix de manière plus réfléchie et plus posée. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas réagir à l'instant T et on va peut-être se dire: «Attends, là, est-ce que je suis vraiment libre de ce que je suis en train de faire? Ou est-ce qu'il y a pas un truc qui m'a influencé?» Typiquement, si je commence à vous parler du pain au chocolat qui sent bon et qui peut nous attirer, bien peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de manger. Hem, OK. Alors, comment on peut les reconnaître aussi? Parce que ça va être aussi important de se dire que, OK, là, on a vu tous les principes, se dire: «Mais comment je peux, potentiellement, remarquer tous ces biais ou toutes ces techniques et comment je peux faire pour influencer de manière positive sans vouloir absolument manipuler une personne. La première chose à faire, c'est de se dire, OK, je veux clarifier les attentes. Et ça, c'est la première étape qui est absolument importante. C'est-à-dire qu'avant de chercher à influencer, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que je veux influencer cette personne? Est-ce que c'est vraiment pour son bien? Est-ce que c'est pour le bien de l'équipe? Ou est-ce que où j'ai un objectif personnel qui est derrière, qui est caché derrière ça? Si c'est un objectif personnel, on est sur de la manipulation. Si c'est pour un bien collectif, on est sur de l'influence. Donc, si vous voulez convaincre un collègue de rejoindre un projet, c'est quoi votre intention derrière? Donc, c'est vraiment l'idée d'arriver à détecter si je suis sur de l'influence ou de la manipulation. Après, il y a comment je vais pratiquer du coup l'empathie et l'écoute active. Si on veut influencer de manière bienveillante, il va falloir comprendre les besoins, accepter et découvrir aussi les valeurs et les priorités de l'autre. C'est-à-dire que vous allez devoir questionner l'autre. Donc ça, c'est l'écoute active, c'est l'empathie, une empathie sincère si possible. Et en fait, plus vous allez chercher à comprendre l'autre, plus vous allez pouvoir ajuster votre message, votre discours pour que l'autre puisse percevoir ça comme une proposition qui est bénéfique pour lui,
qui va être positif et l'autre ne va pas percevoir ça comme étant une pression. C'est-à-dire, c'est pas mon manager qui m'impose quelque chose, mais non, c'est une discussion que j'ai eue avec mon manager et qui, petit bout par petit bout, m'a démontré qu'effectivement, c'était un projet qui allait être bénéfique pour moi. Donc, j'ai tout intérêt à y participer. Et donc, ça, plus j'arrive à comprendre les motivations, les potentielles réticences de mon équipe, et plus j'arrive à lui montrer le bienfait collectif de ce projet, plus je vais pouvoir arriver à l'embarquer. Et encore une fois, je veux encourager l'autre, donc je vais l'encourager alors avec mon non-verbal, mais aussi avec les mots que je vais choisir. Et je veux surtout pas le forcer. C'est encore une fois, c'est l'autre ne doit pas être forcé. Si vous le forcez, ça veut dire que vous le manipulez. Donc on va l'encourager, on va pas le contraindre. L'objectif, encore une fois, c'est d'encourager sans imposer. C'est au lieu de dire à une personne, tu dois prendre ce projet pour améliorer ta carrière, ou c'est si tu veux une augmentation, si tu veux évoluer dans la boîte, tu dois accepter ce projet. Ça, c'est des phrases qu'on a longtemps, souvent entendues. Et ben, on peut simplement leur dire, ce serait quand même une belle opportunité pour toi. Tu as les compétences pour bien gérer le projet. Mais je comprends, si tu préfères attendre un moment plus propice avant de te lancer avec nous sur ce projet, il n'y a aucun souci. C'est lui donner en fait tous les éléments pour qu'il puisse comprendre le contexte, lui donner les avantages et les inconvénients et lui dire qu'on aimerait beaucoup qu'il bosse avec nous sur ce projet, que ça peut être un atout pour sa carrière, mais qu'effectivement, c'est lui qui doit prendre la décision. Et donc la personne, vous l'avez influencée si possible positivement pour que la personne ait envie de vous rejoindre. La bienveillance dans l'influence, c'est aussi, on parle souvent de renforcement positif. Donc là, c'est-à-dire que lorsque la personne va faire son choix et elle va se dire: «OK, je décide de vous rejoindre», et ben, c'est aussi d'arriver à faire un feedback positif. C'est-à-dire, c'est, renforcer ce comportement qui est aligné en plus avec une influence positive. Si je prends un exemple, un collègue, qui choisit justement de travailler d'une certaine manière, de changer un peu peut-être son mode d'organisation pour être un peu plus efficace. Et peut-être qu'il l'a fait parce que au dernier feedback, au dernier point que vous avez fait avec lui, vous lui aviez recommandé de modifier un petit peu sa manière de travailler. Je ne sais pas, vous lui aviez proposé la méthode Pomodoro ou que sais-je. Et bien, si vous voyez que cette personne a modifié son attitude ou sa manière de travailler grâce à votre recommandation, eh bien, remerciez-le. Ne vous dites pas juste, c'est normal, je lui ai dit de le faire, donc il l'a fait. Non, c'est d'arriver à avoir à nouveau ce feedback positif en disant, OK, j'ai vu que tu avais changé ta manière de travailler, j'ai vu que tes résultats d'ailleurs s'étaient améliorés. Félicitations, c'est déjà rien que ça, c'est déjà je te remercie d'avoir écouté mon conseil et de l'avoir mis en place. C'est de valoriser l'effort qu'il a fait. Est-ce que ça a été facile pour toi? Et puis on peut aussi le questionner. Comment tu te sens maintenant que tu as cette nouvelle manière de travailler? Eh bien, plus on va l'encourager, plus on va le féliciter et plus on va le valoriser, ça va l'encourager en fait à répéter ce comportement, donc de continuer à peut-être modifier sa manière de travailler pour rester de plus en plus efficace. Et peut-être que lui aussi pourra partager cette bonne pratique à d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment les éléments qui vont être essentiels. C'est-à-dire, OK, je dis à quelqu'un, je l'ai influencé positivement sur quelque chose pour voir un changement qui est bénéfique pour tout le monde dans l'entreprise. Et bien potentiellement, je dois revenir là-dessus pour valoriser la personne. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très recherché par les collaborateurs quand même en entreprise. C'est comment je valorise ce changement de la personne. Et on le voit notamment, on voit avec les enfants, quand on les encourage à faire quelque chose, derrière, on dit «Ah, bravo!» On est tous en train d'applaudir parce que le petit a fait ses 2 premiers pas ou je sais pas quoi. On est là: «Bravo!» Et c'est de l'encouragement, c'est un feedback positif. Donc si on le fait pour les enfants, on peut le faire aussi pour les grands quand ils sont en entreprise. Ça marche très bien aussi. Et ça, encore une fois, l'objectif, on n'est pas là pour contrôler, on est là pour inspirer. Est-ce que ça va jusque-là? Je regarde l'heure, parce que moi je parle, je suis bavarde. A priori, tout va bien. À partir de là, je vais vous présenter différentes techniques cognitives, qui vont vous permettre d'influencer positivement plus facilement. Donc on va à chaque fois partir sur, en quoi consiste ce principe, cet effet, d'influence, et derrière, c'est comment vous pouvez le mettre en application demain, dans l'entreprise ou à la maison comme vous voulez. Le premier, c'est l'effet de réactance. Peut-être que certains connaissent déjà. C'est un phénomène qui est assez fascinant, qui est lié en fait à notre désir d'autonomie. Typiquement, c'est,
quand on perçoit, enfin, c'est notre cerveau qui va percevoir une menace sur une privation de liberté, une privation de choix qu'on lui donne, même si c'est une menace qui, en fait, est toute petite et pas vraiment là, en fait. Et hem et ça, c'est un truc qui est fondamental chez l'humain, c'est notre besoin de liberté, notre besoin d'autonomie, ce fameux, ce libre choix, que l'on veut absolument. Et en fait, dès que notre cerveau va se sentir, contraint, et ben, il y a un mécanisme de défense qui est inconscient, qui va se déclencher pour se dire: «Non, non, je j'ai mon droit à la Bonjour. liberté. Bonjour, j'ai mon droit de réagir par rapport à ça». Comment? Ah oui, le micro vient d'être coupé. Typiquement, si je vous dis, «Ne pensez pas à un éléphant rose», vous allez tous vous mettre à imaginer à cet éléphant rose. Instinctivement, on pense à un éléphant, qu'il soit rose ou pas, mais on va penser à un éléphant. Pourquoi? Parce que je vous impose une limite qui forcément va susciter la réaction totalement contraire. Je vous impose de ne pas penser, de ne pas faire, de ne pas dire quelque chose. Vous avez qu'une envie, c'est de le penser, de le faire et de le dire. Ça, c'est un exemple qui va illustrer justement comment notre cerveau réagit quand on lui assigne une restriction, même si c'est anodin. Si on voyait un énorme bouton rouge et on dit ne pressez pas ce bouton rouge, on a tous qu'une envie, c'est d'aller quand même appuyer sur le bouton rouge. Et en fait, ça crée une résistance. Et c'est ça qui est assez incroyable. En application, hop, je vous le mets là, typiquement dans la vie professionnelle, surtout quand on est commercial et qu'on cherche à vendre quelque chose, ou même en management, hein, ça marche aussi, bah, c'est de se dire que pour contourner cet effet de réactance, pour éviter justement des réactions un peu défensives que les gens pourraient avoir, l'une des meilleures techniques pour ça, c'est de proposer des options plutôt que d'imposer une direction. C'est-à-dire que plutôt que de dire, au lieu de dire à un client, prenez ce modèle, bah, on va plutôt lui dire, vous avez 3 modèles qui pourraient vous intéresser. Et comme ça, le client va se sentir beaucoup plus libre de choisir parmi les options. Après, vous allez lui présenter les différentes options. Vous pouvez aussi influencer en disant que tel produit est meilleur pour telle et telle raison. Mais du coup, ça permet de, comme la personne va se sentir libre, ça va réduire cet effet de réactance et du coup, il va être beaucoup plus réceptif à la vente que vous souhaitez faire. Et en management, c'est exactement la même chose. Si à un moment donné, vous avez besoin qu'un collaborateur travaille sur un projet et du coup, bah, travaille un petit peu plus longtemps sur ce projet, bah, ça va être lui dire tu dois travailler au moins 12 heures par jour sur ce projet. Bon, bah, forcément, il va vous envoyer bouler. Et puis, bah, c'est est-ce que tu préfères avancer sur ce dossier cette semaine ou est-ce que tu veux qu'on revoie ensemble ton planning pour pouvoir le faire sur 15 jours. On va lui offrir un choix. L'idée, c'est de se dire que on veut pas qu'il y ait une opposition. C'est-à-dire qu'on veut pas que la personne se braque et dise non, je fais pas. On veut plutôt l'encourager à la coopération. Encore une fois, on n'est pas là pour imposer, on lui laisse un choix, elle a deux possibilités, est-ce que tu préfères ça ou est-ce que tu préfères ça? Comme ça, la personne se dit, OK, j'ai le choix de choisir, j'ai la liberté de choisir, et donc je vais choisir ce qui m'arrange le plus. Ça, c'est clairement l'effet de réactance, se dire si vous imposez quelque chose à quelqu'un, bah, à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Et on a la même chose, on le voit avec bah, tous les experts du GIGN ou du RAID, ils vont jamais imposer quelque chose à quelqu'un, ils vont toujours lui proposer un choix pour éviter de le braquer. Et ça, c'est quelque chose qui est en négociation, qui est ultra important. Si vous imposez une solution unique, vous êtes sûr de le braquer. Et ça, encore une fois, c'est la question ouverte aussi. Plus vous allez questionner la personne, bah, plus vous allez réduire cet effet de réactance parce que la personne va se sentir beaucoup plus libre dans ses choix. Au lieu de dire à une personne acceptez cette offre, non mais vraiment cette offre elle est intéressante, acceptez-la. Bon, bah, là du coup on va braquer la personne. Et ben, l'idée encore une fois c'est bah, comment pourriez-vous voir cette offre s'adapter à vos besoins. Et plus vous allez laisser de l'espace pour une réponse beaucoup plus ouverte, plus vous allez accueillir en fait la réponse de l'autre, plus la personne va moins se sentir sous pression et ça va vous augmenter beaucoup plus les chances d'avoir une personne engagée et qui est prête à signer. Ça, c'est vraiment l'effet de réactance et c'est ce qui est assez passionnant avec cet outil-là ou cette technique-là déjà dans un premier temps, quoi.
Après, vous avez la technique du pied dans la porte. Alors, le pied dans la porte est très souvent utilisé chez les commerciaux. En fait, c'est basé sur un concept qui est simple, mais qui est d'une puissance extrême. En fait, si quelqu'un accepte une petite demande, et ben, du coup, il va être beaucoup plus enclin à dire oui à une demande de plus en plus importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est répondre positivement à une première requête, ça crée inconsciemment une dynamique d'engagement. Une fois que vous avez initié cet engagement avec la personne, et ben cette personne, encore une fois, tout à l'heure, on disait, elle veut rester cohérente avec son engagement qu'elle a donné au début. Et ben du coup, elle veut rester cohérente dans ses réponses et donc elle va accepter des demandes de plus en plus grandes. On est limite sur de la manipulation hein, quand même. Il y en a qui arrivent à contourner ça pour manipuler. Encore une fois, c'est en fonction de l'intention qu'il y a derrière, où on est sur de la limite de l'influence ou de la manipulation. Mais typiquement, on va prendre un cas qui soit moins violent dans le côté manipulation. Vous avez besoin de déménager. Bah, vous allez demander, c'est là où généralement on perd tous ses amis, c'est au moment des déménagements, personne ne veut venir. Et ben là, plutôt que de dire ah bah tu viens m'aider à déménager, là tout le monde s'enfuit en courant, je peux pas, j'ai aquaponie. Et ben vous allez pouvoir dire est-ce que tu peux m'aider peut-être à plier quelques cartons. Est-ce que tu peux m'aider à porter quelques cartons? C'est pas très engageant. Et en fait, c'est une première petite étape qui est facile à faire. Et donc la personne, elle va venir soit pour vous aider à faire les cartons, soit après pour en porter quelques-uns. Et comme elle s'est ouvertement et potentiellement publiquement, elle a accepté de s'engager avec vous pour porter quelques cartons, bah après c'est beaucoup plus facile de dire bah attends tiens il y a le camion qui est juste là, tu peux m'aider à descendre les cartons. Oh là ce meuble il est lourd, tu peux m'aider à porter ce meuble. Et du coup la personne, bah, ça va créer un entraînement de l'engagement progressif qui fait que une petite tâche en amène une autre, une autre, une autre, qui sont de plus en plus grandes et qui fait que la personne va s'embarquer avec vous. Finalement, elle va faire tout le déménagement avec vous. Et en management, on a cette même technique qui peut être très utile pour créer justement, encore une fois, un engagement sur des projets que vous voulez proposer aux équipes. Bah, plutôt que d'assigner un gros projet à un collaborateur d'un coup, bah, commencez plutôt par lui proposer d'abord une petite tâche. C'est d'abord un retour sur une idée. Tiens, j'ai telle idée là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Et puis après, c'est tiens, j'ai commencé à travailler sur un plan, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, une fois que la personne bah, elle est impliquée, bah, c'est beaucoup plus facile derrière d'accepter des responsabilités, de dire bah, tiens, en fait, j'ai beaucoup aimé les idées que tu as proposées. J'aimerais bien que tu portes un peu plus le projet. Tu pourrais me faire une présentation là-dessus. Tu pourrais en parler à telle réunion. Tu pourrais. Et hop, la personne, du coup, bah, c'est elle qui va porter le projet intégralement. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent assez bien. Ça fonctionne aussi beaucoup en réunion, la technique du pied dans la porte. Parce que souvent, on va initier une discussion, on va faire un brainstorming avec quelqu'un. C'est ah, bah, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Et chacun va donner son avis. Donc là, on a déjà de l'engagement qui commence à être construite au sein de la réunion. Et puis après, vous allez pouvoir augmenter avec une demande en disant bah, qui pourrait se charger de cette partie du projet. Donc vous allez tout découper en missions et en tâches précises. Et puis comme ça, vous allez pouvoir encourager beaucoup la coopération avec l'ensemble de l'équipe. Je vous ai mis en image d'Eren Grund. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Il a tourné des films qui sont disponibles sur Netflix, dont un qui s'appelle The Push, qui est assez incroyable. Et il en a fait d'autres. Et en fait, dans The Push, il démontre qu'en fait, justement, alors avec le pied dans la porte, avec toutes ces techniques-là qu'il utilise, et il démontre comment on peut arriver à pousser quelqu'un à commettre un meurtre. Donc, ce qui est assez incroyable. Et en fait, dans cette série, il invite une personne en fait à un événement. Et en fait, il lui demande des petites actions au départ. C'est bah, tiens, est-ce que vous pouvez nous aider à mettre ces canapés sur ces plateaux pour aider le traiteur parce qu'ils n'ont pas assez de bras. Est-ce que vous pouvez m'aider à distribuer les plateaux? Et en fait, il fait plein de petites actions comme ça qui paraissent anodines, mais à chaque fois, une fois qu'on a eu, dès qu'il a eu ses premiers engagements, il commence à créer, à le pousser à continuer puisqu'il s'est ouvertement, il a dit oui qu'il allait aider.
Et en fait, il le met dans une situation où il est de plus en plus mal à l'aise parce que derrière, il sait qu'il y a des choses qu'il fait alors que c'est à l'encontre de ses valeurs. Et c'est en plus, c'est ça qui est aussi fou. Je sais pas moi, ça, dans les canapés, sur dans les petits fours, c'est en gros, il y en a un qui est vegan, l'autre qui l'est pas, et il donne un truc avec du porc à quelqu'un qui se dit vegan. Enfin, plein de trucs comme ça, mais il le fait quand même parce que comme il s'est engagé à faire des choses, eh ben, il va jusqu'au bout. Et ça monte crescendo, et de chaque petite action, il y a une action plus longue, plus importante qu'on lui demande de faire, jusqu'à la fin, on lui dit, bah oui, mais il y a un tel, on l'a cru mort, on a fait ci, vous lui avez tapé dessus, vous le machin, si vous voulez pas qu'il porte plainte contre vous, vous devez le pousser par-dessus bord. Et donc, il l'a fait avec plusieurs personnes. Il y a des personnes qui l'ont fait et des personnes qui ne l'ont pas fait. Et derrière, forcément, bah, il expliquait, il rassurait les personnes pour dire, mais c'est normal. Enfin, voilà. Si vous avez l'occasion de le regarder sur Netflix, c'est véritablement incroyable. Et c'est ce qui permet vraiment d'embarquer les gens et de voir l'importance de cette influence qu'on peut faire et des cas pratiques qu'on peut véritablement utiliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ancrage et l'encadrement. On va commencer par l'ancrage. L'ancrage, c'est le phénomène psychologique où la première information que l'on reçoit sur un sujet, bah, ça devient en fait la référence sur toutes les informations suivantes qu'on va obtenir. Donc ça, c'est typiquement en négociation ou en vente, bah, le premier chiffre ou la première idée qu'on va évoquer va influencer automatiquement bah, la perception des autres éléments qui vont suivre. Imaginez, vous souhaitez acheter un téléphone. On va d'abord vous dire que ce modèle, il coûte 800 euros. Puis, on va vous proposer un autre modèle qui, lui, ne coûte que 500 euros. Bah forcément, vous allez percevoir que le second modèle comme plus abordable, parce que 500 au lieu de 800, vous dites, OK, c'est quand même, ça reste une somme conséquente, mais c'est quand même moins cher. Pourquoi? Parce que le premier prix, 800 euros, a créé en fait une référence. Et c'est justement pour ça que on laisse les prix lorsqu'il y a des promotions ou des soldes, et on les barre simplement pour que vous ayez en référence le prix initial. Et vous rentrez à la maison en disant, «Ah, mais j'ai fait une affaire, attends, le prix initial, c'était ça.» Ça, c'est un ancrage. On vous indique le prix de départ, on vous dit qu'il y a une méga promo. Repensez aux promos en vente en ligne, 5 000 € qui passent à 300. Super promo, tu as dépensé 300. Et là, tu vas dépenser 500 pour un téléphone. On a ancré en toi la référence que le premier prix qu'on a affiché était la référence, était le prix normal. Et donc, tous les prix qu'on va proposer en dessous, forcément, ça va t'influencer en disant, j'ai fait une affaire. Ça, c'est typiquement l'ancrage. Et en négociation, c'est très utilisé. Par exemple, si vous êtes le premier à mentionner un montant ou une valeur sur un projet, vous créez le point de référence autour duquel la discussion va forcément s'articuler. Et donc, pour orienter une réunion ou un projet, vous pourriez d'abord exposer une idée globale avant d'entrer dans les détails. Et cette première impression va guider forcément la suite de la discussion, et ça va créer encore une fois un cadre de référence qui va influencer les décisions qui vont suivre à partir du cadre qu'on a laissé. L'encadrement, lui, c'est l'importance des mots. Parce que c'est les mots qu'on va utiliser, la formulation positive qu'on va utiliser, ça va influencer la perception. Et c'est, moi, je dis souvent, alors on en parle souvent au recrutement, je dis souvent les mots que vous utilisez peuvent évoquer vos mots, mais vos mots MAUX. C'est-à-dire que quand on a un candidat qui va nous raconter son histoire, s'il arrive à storyteller et à raconter comme il faut, bien effectivement, il va nous embarquer avec lui. Parce que on va ressentir les émotions, on va vivre avec lui ce qu'il nous raconte. Et puis, il y a des candidats qui, inconsciemment, vont nous parler de certaines choses, mais on va sentir qu'il y a un problème derrière. C'est-à-dire qu'on va sentir les mots qu'il y a derrière, le MAUX qu'il y a derrière. Et en fait, à la fin de l'entretien, ça va être, on va se dire, je le sens pas ce candidat, mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, il y a eu ce principe d'encadrement que son discours, même s'il était intéressant, en fait, les mots qu'il a utilisés, ils n'étaient pas positifs, et inconsciemment, notre cerveau nous dit alerte, alerte, il y a un problème. Et donc, dans ces cas-là, on ne recrute pas la personne. Donc, toujours l'importance de comment on va formuler des mots positifs pour embarquer les gens et pour leur donner envie de nous suivre. Typiquement, c'est si vous dites à quelqu'un, en participant à ce projet, vous pouvez gagner telle et telle chose, ou ça va éviter de perdre. Éviter de perdre, par rapport au terme, ça va te faire gagner. L'un est associé à un bénéfice et l'autre pas du tout. Et donc ça, c'est aussi important. Imaginez 2 phrases
gagner en bien-être en participant à notre programme de sport, ou alors c'est éviter les problèmes de santé en rejoignant notre programme de sport. On va éviter les problèmes de santé, je vois plutôt quelque chose qui est axé sur, la perte, tandis que la première formulation, on est axé sur le gain, le bien-être, c'est beaucoup plus positif et ça, c'est des éléments qui sont très souvent, utilisés, au quotidien. Donc amusez-vous vraiment à essayer de reformuler à chaque fois vos phrases, vos mots, pour, se dire: «OK, quand j'utilise telle phrase, est-ce que ma phrase, elle est positive? Est-ce qu'elle embarque? Ou est-ce que dedans, il y a un terme négatif qui va faire peur et qui va freiner les autres?» La communication non verbale, forcément, elle est essentielle. On communique tous, pardon, avec notre corps, mais il y a quand même 80 de notre influence qui vient de notre communication non verbale. Donc ça va être la posture, ça va être le regard, ça va être le ton, ça va être la voix, la manière dont on va transmettre tous les messages et ben ça, c'est au-delà des mots et pour le coup et soit ça renforce notre impact, soit ça l'affaiblit totalement. Donc la posture, le regard, le ton que vous allez utiliser va être essentiel. Si vous avez un interlocuteur au moment d'une négociation qui a une posture droite, les épaules détendues, qui a un contact visuel régulier avec vous, qui du coup ça projette un peu une certaine crédibilité, une certaine assurance. Par contre, si vous avez une personne qui évite du regard, qui croise les bras, qui parle d'une voix un petit peu, enfin c'est, un peu hésitante, bah, son message forcément aura beaucoup moins d'impact. Et la qualité des arguments va aller avec. Encore une fois, je fais le lien avec le recrutement. On est exactement sur les mêmes choses, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir un discours qui est pertinent, mais si son langage non verbal ne l'est pas, si on sent des hésitations, si on sent que la personne est stressée, elle a peur, on peut ressentir des choses, même si on n'est pas expert en synergologie, ben, ça n'empêche pas qu'on peut ressentir les choses, le cerveau va ressentir les choses. Et donc, à un moment, il va dire, bah, je le sens pas. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et ce manque justement d'alignement entre le discours et le non-verbal, eh ben, ça envoie des signaux d'alerte très souvent. Donc ça, encore une fois, si vous voulez dégager de la confiance, bah, c'est aussi important de travailler la posture pour qu'elle soit positive, pour qu'elle soit ouverte. C'est se dire bah, comment je peux incarner mon discours pour embarquer les gens avec moi et pour qu'ils aient envie de me suivre sur un projet, sur une restructuration, sur une transformation de service, pour pas leur faire peur et leur dire ok les gars ça va bien se passer. Si je vous dis les gars ça va bien se passer, c'est pas la même chose. Donc ça aussi, c'est plein de petits éléments sur lesquels il va falloir travailler pour être à l'aise. Je sais que souvent, en prise de parole en public, on parle souvent de l'ancrage au sol quand on va parler pour éviter de faire les 100 pas dans une salle qui souvent est un peu décrédibilise le discours. Et on parle souvent aussi de la place que l'on prend lorsqu'on fait une réunion et de la position de pouvoir, c'est-à-dire en mode un peu super-héros, pour prendre de la place même dans l'espace, pour montrer qu'on est là, qu'on est présent et pas essayer et c'est à ça qu'on remarque souvent les gens qui sont un peu timides en réunion, ils ont plutôt tendance à essayer de se resserrer et de se renfermer sur eux plutôt que d'essayer de prendre de la place dans l'espace pour montrer qu'ils sont là et qu'ils sont confiants. Donc ça, c'est des petits éléments sur lesquels vous pouvez facilement travailler pour en plus aligner votre discours avec les mots que vous allez utiliser. On avait la technique de la porte dans le pied, le pied dans la porte. Maintenant, on a la porte au nez qui marche aussi énormément. Ça, c'est une technique qui demande, si jamais vous voulez faire une demande qui est importante. Peut-être que vous dites, bah, si je demande ça à quelqu'un, c'est tellement ambitieux que forcément la personne va la refuser. Et en fait, comme vous êtes en train de faire une demande surréaliste, bah, la personne vous dit: «Bah, non, ça je peux pas, c'est impossible». Vous dites: «OK, bah, dans ces cas-là, je vais te faire une demande un peu plus modeste, je vais la reformuler différemment, mais qui va vous paraître du coup moins importante». Et la deuxième demande, bah, comme elle paraît, heu, plus facilement acceptable par rapport à la première qui était juste beaucoup trop ambitieuse, bah, du coup la personne dit: «Bah, oui, là je pouvais pas, mais oui, là si tu me demandes ça, c'est tout à fait possible». Et donc la personne va être beaucoup plus prête à coopérer, heu,
après avoir justement refusé une première demande qui paraissait beaucoup trop importante, beaucoup trop, impossible à réaliser. Ça, c'est typiquement l'idée de ce principe. C'est si je sais que cette personne va refuser cette demande, donc je suis déjà en train de la surgonfler pour que la deuxième paraisse beaucoup plus modeste et donc beaucoup plus acceptable. Au travail, typiquement, si un manager demande à une personne de prendre en charge un projet pour, je sais pas moi, le super gros projet, pour le méga client qui coûte une fortune, bah, peut-être que le collaborateur va dire: «Ah non, non, moi je veux pas». Par contre, derrière, on peut reformuler en disant: bah, «Tiens, est-ce que je peux te demander de participer juste à cette tâche-là?» Vous voyez, on fait une première action, faire un rapport, une analyse pour ce même client. Donc là, le client, le collaborateur va dire: «Ah bah oui, ça je veux bien, ça je sais faire». Et puis après, tout doucement, vous allez pouvoir lui en demander un petit peu plus. Donc c'est toujours, encore une fois, c'est aussi en lien avec la première demande, pose le cadre et permet aussi à la suivante de passer beaucoup plus facilement. Ça, c'est une technique qui peut être utilisée en négo, en management, assez facilement pour embarquer l'autre et faire en sorte d'obtenir une implication progressive beaucoup plus facilement. On a la validation des sentiments aussi, le fait d'arriver à créer un climat de confiance. Là, c'est reconnaître et exprimer de l'empathie pour les émotions de l'autre personne. On est très proche quand même de la CNV, de la communication non violente, parce qu'on va reconnaître un climat de confiance où en fait, la personne, elle se sent écoutée, elle se sent respectée. Ça facilite forcément ce qu'on va appeler l'influence bienveillante, l'influence éthique de tout à l'heure que je vous disais. Typiquement, si vous êtes en situation de conflit avec une personne, eh ben, c'est tout de suite la rassurer. Donc, la validation des sentiments utilise la méthode de la CNV, donc de la communication non violente, parce qu'on va dire: je comprends que tu puisses te sentir frustré par ce changement, ou je comprends que ce soit compliqué pour toi d'utiliser ce logiciel, ou je comprends que ce soit difficile pour toi pour telle et telle chose. On va lui montrer de l'empathie et en fait, on va ouvrir la voie vers une communication qui va être beaucoup plus constructive. On va exprimer, nous, nos émotions et on va lui dire: OK, je reconnais tes émotions. Et derrière, on va pouvoir lui proposer des choix, des solutions. Encore une fois, c'est au démarrage. Et donc, plus on va arriver à faire ça, et bien, plus la personne va se sentir comprise dans ses émotions et dans son quotidien. Et en retour, elle va être beaucoup plus réceptive aux propositions et aux solutions que vous allez mettre en place. Encore une fois, c'est dès lors que je comprends ce que l'autre ressent et que je lui dis que je comprends ce qu'il ressent, et ben, il va rentrer en fait dans l'échange avec moi pour arriver à trouver une solution au potentiel problème que cette personne rencontre. Ça, encore une fois, en négociation, en gestion de conflit, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé pour apaiser l'autre et faire en sorte qu'il ait confiance en nous parce on reconnaît la personne à travers les émotions qu'elle ressent. Donc ça, c'est aussi très, très puissant à utiliser. On se rend compte que ce sont des choses qui sont toutes simples. Il y a certainement énormément de choses que vous avez déjà utilisées au quotidien ou peut-être que vous utilisiez sans vous en rendre compte. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est ultra puissant parce que ça permet effectivement de désamorcer beaucoup de choses, d'accompagner les gens, de les aider à se révéler, à les embarquer avec vous sur des projets. Et les choses se font du coup beaucoup plus naturellement et facilement. On a également l'effet de similarité. Ça, c'est quoi? C'est le fait qu'on est influencé beaucoup plus facilement, par des personnes avec qui on partage des points communs. Je vous parlais à un moment donné des biais aussi de similarité, bah, c'est exactement la même chose. Si on a des choses en commun avec des personnes, ça peut être des valeurs et souvent les entreprises, on va jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'on va recruter des personnes avec qui on partage des valeurs communes parce que du coup, ce sera beaucoup plus facile à influencer. Ça peut être des personnes avec qui on va travailler dans les mêmes entreprises, des personnes avec qui on partage les mêmes centres d'intérêt, on partage la même école, et ben ça va favoriser une influence positive. Typiquement, si vous êtes en négociation avec un client, et ben le fait de mentionner une expérience commune, des valeurs communes, bah, forcément, ça va le rassurer et ça va vous permettre d'établir un climat de confiance beaucoup plus facilement. Et ça, cet effet de similarité ou ce biais de similarité, bah, ça rend une personne, que ce soit client, fournisseur, collaborateur ou ado, beaucoup plus enclin à écouter l'ensemble des suggestions que vous allez lui faire. Parce qu'il y a encore une fois, il y a un cadre commun que vous avez et qui va poser, ça pose le cadre d'une discussion à partir de quelque chose qu'on a en commun. Donc cet effet de similarité, c'est très simple. En plus, c'est utile à utiliser au début d'une relation professionnelle, notamment avec quand vous allez chercher des fournisseurs ou des clients.
parce que dès lors qu'on a ce point commun, eh ben, on a créé clairement un terrain favorable pour la suite de la coopération avec cette personne. Et donc, si demain, encore une fois, vous êtes aussi en termes de management, même en gestion de conflit, eh ben, arriver à dire à la personne, OK, on n'est pas d'accord, mais regarde là, on a un terrain commun sur tel et tel sujet, ça va aussi rassurer la personne et ça va la faire rentrer dans votre cercle de discussion et d'échange beaucoup plus facilement. On a la technique de recadrage qui est aussi pas mal. Ça, c'est l'idée de reformuler une situation ou de reformuler une question pour essayer de changer un peu la perception de ce que l'on peut avoir. Ça, c'est une manière de transformer un problème en opportunité. Et on va essayer, encore une fois, d'avoir des mots positifs forcément pour utiliser ce genre de choses. Typiquement, si une équipe doit gérer un projet qui est ultra compliqué, eh ben, le recadrage, l'objectif, ça va être de présenter la tâche comme étant un défi pour stimuler, pour favoriser le développement d'une compétence, plutôt que de le voir comme une contrainte. Ça, c'est une obligation, c'est une contrainte, on doit le faire. On va essayer plutôt de le voir comme étant un atout, un avantage pour soi, pour la carrière des uns et des autres. Ça, c'est essayer d'aider les gens à changer la perspective pour essayer d'avoir un peu plus de motivation de la part des gens. Ça, c'est encore une fois, c'est comment je change une situation qui est difficile et on le voit notamment avec les sportifs qui, à travers les entraînements et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, à chaque fois, ils partent du principe que chaque entraînement, c'est une opportunité de s'améliorer, que chaque difficulté qu'ils rencontrent, c'est une manière de voir la chose différente, d'appréhender ce sport différemment pour être encore meilleur. Et donc ça, c'est vraiment on parle souvent de mindset, d'état d'esprit par rapport à ça, c'est comment face à une difficulté, plutôt que de voir une montagne que je n'arrive pas à franchir, je vois un monceau de cailloux que je vais déplacer pour arriver à réussir un projet, un sport, peu importe. Et là, c'est l'idée de se dire, je vais essayer de transmettre cette vision des choses, en tout cas ce changement de perspective à une équipe en entreprise, pour que chacun puisse y voir des opportunités de croissance, plutôt que d'y voir des contraintes imposées par la direction et de favoriser du coup une collaboration beaucoup plus fructueuse que un conflit au sein d'une équipe. Et du coup, les gens sont beaucoup plus enthousiastes, sont beaucoup plus réceptifs dans ces cas-là. Et dès lors qu'on arrive à travailler ce mindset de je vois les choses de manière beaucoup plus positive plutôt que de les voir de manière négative. Le pouvoir des mots est assez incroyable dans ces cas-là. Mais bon, alors ça se fait pas du premier coup, hein. La technique de recadrage, elle n'est pas évidente du premier coup. C'est quand même quelque chose qui nécessite alors, encore une fois, de la répétition, hein. N'oubliez pas que le cerveau adore la répétition. Et donc, il faut aussi répéter ce genre de choses pour pousser quelqu'un à voir les choses, encore une fois, voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. C'est la répétition qui permettra d'y arriver. On a l'appel au sens du but ou au sens de la mission, parce que les personnes avec qui vous allez travailler sont motivées pour une mission bien précise. Là, c'est que le côté, c'est on va au-delà de l'intérêt individuel, on est sur de l'intérêt collectif. Et donc, on va relier en fait une tâche, une mission qu'on leur confie à un projet, à des valeurs nobles. Et l'idée, c'est encore une fois, c'est de renforcer l'engagement et de favoriser une coopération avec toute l'équipe. Encore une fois, plutôt que d'assigner un projet à une personne, on va rappeler le pourquoi on fait ce projet. On parle souvent, j'ai plus le mot, de raison d'être. On a tous notre raison d'être individuelle, genre pourquoi je fais telle chose, un peu quel est mon ikigai. Mais quand on rejoint une entreprise, on est sur une raison d'être qui est collective. Et donc, ça veut dire que chaque raison d'être individuelle de mes collaborateurs doit être alignée à la raison d'être collective de l'entreprise. C'est quel est le projet, quelle est l'ambition de l'entreprise. Et donc, se dire, je vais, chaque mission que j'ai assignée aux personnes, je vais leur expliquer quelle est la raison d'être collective de ce projet, quel est l'impact peut-être social ou environnemental de l'entreprise, pourquoi on leur demande de faire ça, pourquoi ils agissent sur telle tâche pour qu'ils puissent comprendre le projet dans leur globalité. Et ça, encore une fois, ça va demander de la répétition, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens pourquoi chaque chose qu'on leur demande est importante. Encore une fois, on est toujours sur, le côté feedback positif est important à chaque instant pour qu'ils se sentent embarqués et puis puissent comprendre que ce qu'ils font, c'est important pour telle et telle raison et que c'est aligné, si possible, à leurs valeurs et à leur intérêt personnel. Mais c'est dans le bien commun, dans l'intérêt du bien commun et donc
de ce côté ultra collectif. Et donc ça, plus vous allez le communiquer, plus vous allez le partager, plus vous allez encourager les collaborateurs à voir au-delà d'une tâche pour vraiment comprendre l'investissement et l'intérêt de l'objectif commun, donc de cette raison d'être collective de l'entreprise ou d'un projet ou d'une mission, bah, c'est beaucoup plus facile de les embarquer que si vous leur expliquez juste de fais cette tâche et après on passe le bébé à quelqu'un d'autre. Bon, bah, du coup, pour tenir une personne engagée, c'est assez compliqué. Et ça vient aussi de là, le fait qu'on ait souvent des collaborateurs désengagés. On en parle beaucoup en ce moment dans les réseaux, c'est se dire comment je fais pour que les gens restent motivés dans l'entreprise et pas envie de se barrer. Mais c'est déjà leur expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font. Et beaucoup aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils cherchent, du fois, on est souvent autour de la quête de sens. Les gens ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne comprennent pas la raison de leurs actions et des missions qu'ils ont. Donc, si on arrive à chaque fois à les embarquer dans ce cadre d'un projet collectif, dans le cadre de cette raison d'être collective, ça peut être sur des projets à court, moyen ou long terme, c'est beaucoup plus facile de les garder engagés au quotidien. Je suis très bavarde. Il est déjà 13h35, tout va bien. On a l'effet de primauté aussi et de récence. Ça nous rappelle que la première et la dernière information sont souvent celles qui sont les plus mémorables. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de structurer, le message que vous souhaitez partager à vos équipes et on va placer en fait les points clés au début et à la fin. L'objectif, encore une fois, c'est de renforcer l'impact que vous voulez avoir auprès de l'équipe. Typiquement, lorsque vous allez faire une présentation, une réunion ou quoi que ce soit, on commence par une idée forte et on va la redire, on va la reformuler autrement à la conclusion. Et l'idée, c'est d'avoir des phrases, alors moi j'appelle ça des fois des punchlines, d'avoir des phrases à la fin qui marquent et qui permettent de valider que ce qu'on a dit en intro et ce qu'on a dit à la fin ça va être retenu beaucoup plus facilement auprès de l'audience. Ça, c'est quelque chose et on le voit souvent dans les speakers, que ce soit à la télé ou ailleurs, effectivement, il y a le début, il y a la fin, et au milieu, après, c'est intéressant, mais on va faire en sorte qu'on retienne surtout ce qui a été dit au début et surtout ce qui a été dit à la fin. Et donc, c'est aussi une manière d'apprendre à structurer ce qu'on va dire pour que les propos qu'on dise à la fin et ceux qu'on va laisser, les propos qu'on dit au début, pardon, et ceux qu'on va laisser à la fin, ça laisse une impression qui va être durable et qui va rester ancrée dans la tête des gens. Donc, il y a aussi l'effet de répétition, hein, puisqu'on le dit au début et qu'on le redit à la fin. Ça permet aussi d'ancrer ça plus facilement. Donc ça, c'est aussi une manière de rappeler, demain, vous voulez rappeler l'importance d'un projet, de démarrer par une raison collective et de terminer par la raison collective. Comme ça, ils ont compris que c'est ensemble qu'on va construire quelque chose. Ça peut être même des fois la même phrase qu'on dit au début à la fin, ou des mots qui sont similaires au début à la fin. Ça va permettre aussi cet effet de primauté. Et puis, l'idée, c'est aussi de se dire que la répétition, vous pouvez la faire en utilisant des synonymes tout au long de votre discours. Donc, si vous devez présenter un projet en utilisant des synonymes un peu partout, le cerveau va le retenir à un moment donné. Et vous allez voir, et d'ailleurs, c'est typiquement utilisé chez les hommes politiques. Quand vous avez une punchline qui est sortie par un homme ou une femme politique, vous allez voir que dans les médias, cette phrase, elle va ressortir tout le temps. Parce qu'en fait, sur tout un discours qu'une personne aura pu dire, c'est peut-être une punchline, une phrase qu'elle aura dit au début ou à la fin, qui aura marqué les médias. Et après, ça va être repris partout, dans les journaux, dans la presse. Il n'y a que cette phrase, et cette phrase, à l'intérieur, il peut y avoir un mot-clé qui va être repris en boucle constamment. Et donc ça, c'est des choses qu'on retrouve très souvent en politique. Amusez-vous à analyser les paroles des hommes et des femmes politiques, vous allez retrouver plein de ces techniques. Bon, eux, c'est pas forcément pour de l'influence positive, mais c'est en tout cas très souvent utilisé. On a l'effet de miroir aussi qui est très souvent utilisé. C'est-à-dire qu'on va refléter le langage corporel, on va même imiter le ton, la voix, les expressions de la personne que l'on a en face de nous. Là, l'idée, c'est de créer en fait une connexion. Alors, on veut essayer de la créer de manière inconsciente, cette connexion. Donc, il faut quand même être subtil. Et c'est dans l'optique de générer en fait cette sensation de compréhension de la part de l'autre. Souvent, alors, cas concret en entretien, si vous avez un candidat qui est calme, qui parle doucement, qui ajuste sa voix et sa posture, ça peut aussi, c'est aussi des fois pour être en harmonie avec l'interlocuteur. Et typiquement, on le voit si on a un recruteur qui est plutôt speed, qui parle vite, et le candidat va adapter
sa voix et sa posture pour essayer de refléter la même énergie que la personne qu'elle a en face. Donc encore une fois, se dire que, et c'est pour ça aussi que des fois les entretiens, on se dit mais non, je l'ai trouvé bizarre, parce que si on n'a pas fait cet effet miroir, et ben, des fois, alors c'est des biais cognitifs sur lesquels normalement les recruteurs sont formés, hein, bien sûr, mais pas tous. Et donc souvent, bah, quand on est alors ça peut être un entretien de négociation, un entretien d'embauche, peu importe. Si on a quelqu'un de speed et quelqu'un de calme, si on n'essaye pas de faire un peu cet effet miroir, et ben, ça peut un peu perturber la communication. Donc ça, c'est vraiment une technique de communication, en tout cas non verbale, bien sûr, mais qui est efficace à la fois en entretien, en relation commerciale, hein, si vous êtes en négo pour quelque chose. C'est l'idée de mettre à l'aise votre interlocuteur et de créer une connexion avec cette personne, toujours dans l'optique de potentiellement signer le client à la fin. Donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et on a aussi l'approche de la confiance anticipée. Là, c'est l'idée de traiter la personne comme si elle avait déjà accepté une proposition. En fait, vous allez utiliser les mots comme quand, au lieu de si tu fais ça, bah, quand tu auras fait ça. Et l'idée, c'est de se projeter déjà avec une vision positive dans la discussion avec la personne. Et l'objectif, c'est de renforcer en fait cette probabilité de coopération avec la personne. Encore, ça va être par exemple, si tu acceptes ce projet. Non, c'est quand tu auras accepté ce projet, on va pouvoir avancer plus rapidement. Et donc, on est en train de l'influencer. Donc, l'idée, c'est de renforcer cette idée que l'engagement qu'on attend de cette personne, c'est déjà une réalité. Elle est déjà là, en fait. Et amusez-vous à vraiment le tester au quotidien. Et c'est très efficace dans les discussions autour de projets. Encore une fois, c'est l'objectif de créer un climat de confiance et d'encourager la personne à prendre une décision qui est favorable au projet. Et donc, c'est votre envie qui collabore à ce projet. Donc, c'est quand tu auras avancé sur ce projet, on va pouvoir faire telle et telle chose, un tel va pouvoir faire ça, et c'est pas si tu acceptes ce projet. Donc ça, c'est juste des fois, et encore une fois, le pouvoir des mots et le pouvoir de quel type de mots on va mettre à la place pour embarquer les gens. On a l'approbation conditionnelle. L'approbation conditionnelle, c'est encore une fois l'idée de renforcer un comportement positif parce qu'on va féliciter les actions. Typiquement, ça va être c'est impressionnant comme tu as mené ce projet. On est là, vraiment là. Là, c'est du feedback positif, mais en plus en réel et ça peut être en public aussi. Et en fait, plus on va dire ce genre de phrase, la personne, elle va se sentir beaucoup plus enclin à continuer en fait. Et ça, c'est le fait de féliciter la personne en disant voilà, il y avait ça et ça comme objectif et voilà, tu y es arrivé en faisant ça, ça et ça. Et ben en fait, on va orienter subtilement, si possible, le comportement qu'on attend de la personne. Ça peut être comme je disais tout à l'heure, c'est fou comme tu as bien bossé sur ce projet, tu vois, avec ce client qui nous suit. Je pense que tu vas pouvoir acquérir telle compétence qui va te servir pour le prochain projet avec tel client. Là, l'idée, c'est de dire, OK, tu vois, là, je valorise ton travail. Je vois que tu as déjà bien réussi tel truc, tu as peut-être développé telle compétence. Mais tu sais quoi, ça va te donner une ouverture, une opportunité de dingue de pouvoir faire quelque chose d'autre pour un prochain client. Et donc, en fait, je passe d'une félicitation sur un projet à tiens, ça peut te servir pour le prochain que j'ai envie de te proposer. Ça, c'est vraiment bien quand on est en coaching ou en gestion d'équipe parce qu'on reconnaît l'effort que la personne a réalisé. On valorise les compétences qu'elle a développées et on va du coup l'encourager à surtout continuer dans cette action parce que finalement, tu vois, là, tu as développé telle compétence en faisant ça, c'était vachement bien, tu as réussi à faire ça, ça et ça. Et ben, tu sais quoi, si tu continues, tu vas pouvoir, sur les prochains projets, te développer encore plus. Donc, on est là pour, d'une certaine manière, créer un ancrage aussi et l'accompagner dans la poursuite de cet objectif, de cette action, lui dire, vas-y, t'arrêtes pas, t'es bien lancé, vas-y, surtout continue. Et on va continuer à aligner les prochaines actions sur un objectif bien spécifique. Et comme ça, on accompagne cette personne vers cette réalisation. Et donc ça, c'est assez puissant aussi.
Tout ça, forcément, va s'accompagner d'une communication persuasive et d'une écoute active, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est obligatoire. Donc là, la reformulation, c'est des choses qui sont aussi très importantes. Le fait de simplement, dire à une personne, au lieu de répondre, la personne vous a parlé et au lieu de lui répondre directement, on va reformuler parce qu'il faut s'assurer qu'on a quand même bien compris, ce que la personne nous a dit. Et donc ça peut être, si je comprends bien, tu propose de commencer par ce projet avec ces étapes, c'est bien ça. Et comme ça permet vraiment à la personne d'approuver ce qu'on a dit, peut-être d'éviter des confusions et encore une fois d'avoir un climat de confiance, c'est-à-dire que la personne vous fait confiance parce que vous l'avez écouté, vous reconnaissez ses émotions et au besoin, elle va ajuster et c'est ce qui va aussi faciliter la coopération avec la personne. Et ça, c'est des éléments qui fonctionnent très bien. On a l'effet miroir, si on adapte en plus le langage non verbal pour échanger avec la personne. C'est le fait de créer une dynamique ultra constructive parce que si vous êtes en réunion, que chacun a partagé des idées et que vous reformulez les idées de chacun, et ça veut dire que tout le monde peut parler, que tout le monde a son mot à dire et que tout le monde va être entendu et il ne va pas se sentir jugé. Et encore une fois, c'est une manière de renforcer un engagement collectif au sein d'une équipe. Et ça, ce sont des éléments qui sont vraiment essentiels. Et encore une fois, c'est des choses que vous faites peut-être très naturellement sans vous en rendre compte de la portée et de la puissance de ce que vous pouviez faire. Et puis, il y a le côté, les messages et métaphores avec les histoires aussi, parce que quand on raconte une histoire, ça capte assez naturellement l'attention des personnes. Et donc, et ça permet aussi des fois de mieux comprendre certaines idées qui peuvent être difficiles. Et j'ai cru que j'allais éternuer, mais non. Et en fait, plus vous allez faire appel à des images, plus ça va permettre à vos équipes de saisir et de retenir beaucoup plus facilement tout ce que vous allez leur dire. Donc ça peut être une métaphore, ça peut être une histoire, ça peut être ce qu'on appelle aussi comment on va arriver à construire une image mentale pour laisser aussi un impact. Souvent, on parle de la métaphore de l'arbre, peut-être que certains en ont déjà entendu parler, qui va servir à parler de résilience. C'est-à-dire qu'un arbre, il résiste à une tempête, ça représente du coup un équilibre parce qu'il est capable de surmonter les défis. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que l'arbre, il est bien enraciné, il a pris ses appuis au sol et puis il peut se développer en surface et en sous-sol parce qu'il se connaît, il a ses racines justement qui sont fortes, qui sont solides et c'est ce qui permet aussi de se développer à l'extérieur. Et ça, c'est souvent quelque chose qui va résonner auprès des gens. Donc, arriver à trouver des métaphores ou des histoires pour leur expliquer certaines choses ou pour simplement expliquer des concepts qui ne sont pas forcément toujours évidents, c'est aussi rassurant pour les personnes. Si on parle d'un projet à une équipe et que ça nécessite de la patience, typiquement, on va comparer ça à une plante qui doit être arrosée régulièrement. Moi, je fais souvent la métaphore avec le jardinier. Pour avoir un jardin qui est fleuri, au départ, il faut préparer la terre, il faut semer, il faut l'arroser, il faut enlever les mauvaises herbes et peut-être que dans quelques mois, le jardin il sera fleuri avec de magnifiques fleurs. Donc, ça veut dire que ça demande un travail qui prend du temps, avec parfois des tâches ingrates, mais à un moment donné, la satisfaction à la fin, elle va être là parce qu'on va voir le résultat du travail accompli. Si on arrive à incorporer des métaphores et ce genre d'histoire quand on essaye d'embarquer ces équipes, c'est beaucoup plus facile parce qu'en plus, ça permet aussi de s'adapter si on a des personnes qui sont plus visuelles que d'autres ou qui voient les choses autrement. C'est pour ça qu'on parle aussi de carte mentale des fois. Ça permet aux personnes ça vous permet de vous adapter à toutes les personnes que vous avez dans l'équipe. Et ça, c'est vraiment pour le coup essentiel de se dire, OK, comment mes équipes retiennent les choses, de quoi elles ont besoin. Est-ce qu'elles ont besoin des mots? Est-ce qu'elles ont besoin d'images? Il y en a qui ont besoin d'odeurs, il y en a qui ont besoin d'une carte plutôt mentale pour voir les choses, d'autres qui vont les voir en colonne. Voilà, c'est se dire, il faut que j'arrive à m'adapter pour que j'arrive à embarquer aussi toutes mes équipes. Et ça permet vraiment de créer une connexion aussi forte avec vos équipes en arrivant à vous adapter à chacun des interlocuteurs. Créer un rapport authentique. Oups.
Créer un rapport authentique. L'objectif ici, encore une fois, si on veut influencer positivement, c'est de se dire que, alors ça passe par de l'écoute active, on l'a vu, ça passe par une attitude qui est honnête, ça passe par un langage corporel, ça passe par une communication qui est ultra ouverte, OK. Mais lorsqu'on écoute, les gens sans jugement, parce qu'on leur montre un vrai intérêt dans ce qu'ils nous racontent, dans ce qu'ils nous parlent, forcément, en face, on va se sentir respecté, on va se sentir en confiance. Ça, c'est vraiment le principe de rapport authentique. Comment on peut le mettre en place? On a l'effet miroir qu'on a vu tout à l'heure et il y a l'importance du langage corporel qui va justement permettre de se dire: «Je vais reproduire les gestes, la posture de la personne en face et du coup, je vais créer une connexion beaucoup plus, authentique et je vais améliorer justement, je vais renforcer ce rapport qu'on a ensemble». Ça peut être de sourire, ça peut être d'établir un contact visuel avec la personne. Encore une fois, il faut que ce soit fait avec authenticité. C'est plus on va éviter de mentir sur ce genre de choses, parce que ce sont des choses qui sont importantes. Et plus on essaye de construire et d'établir ce moment de confiance avec la personne, et bien, plus la personne va effectivement nous croire, nous suivre, et elle va être embarquée avec nous dans ce qu'on a envie, que ce soit un projet ou autre. Donc, quand vous allez travailler votre gestuelle, votre timbre de voix, tout ça doit être naturel et doit montrer que vous êtes avec la personne. Encore une fois, si vous avez une personne en face de vous qui parle calmement, qui appuie sur certains mots, et ben, vous pouvez aussi adopter ce rythme pour créer justement cet effet de synchronisation avec la personne. Ça va la rassurer et elle va elle aussi beaucoup plus facilement vous écouter. Donc ça, c'est vraiment important de se dire, OK, toutes les techniques qu'on a vues, on peut les utiliser les unes avec les autres. C'est ce qui va permettre au quotidien de pouvoir les mettre en application. Et ça, typiquement, j'ai envie de dire, prenons un exemple. Demain, vous voulez lancer un projet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 4 techniques pour arriver à lancer le projet. Si on reprend toutes les techniques qu'on a vues, on a une équipe qui est peut-être plus très engagée et on veut l'embarquer avec nous dans ce projet. On peut déjà commencer le côté brainstorming. On va ouvrir le projet avec une session d'échange et de discussion avec les équipes. Donc ça n'engage pas trop les équipes. Vous savez, le côté un peu le pied dans la porte, on y va tout doucement avec une petite action. C'est facile à accepter. On fait un brainstorming pour échanger plein d'idées. Ça permet à tout le monde de se sentir respecté et de partager une idée. C'est-à-dire que la personne ne se sent contraint de quoi que ce soit. Pour l'instant, on est juste dans le partage d'idées. Et ça a forcément un impact qui va être important parce que on va rendre les gens curieux, on va les impliquer tout doucement, mais on ne va pas leur demander de s'engager lourdement. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et puis après, une fois que le tour de table est terminé, que tout le monde a sorti plein d'idées qui étaient passionnantes, qu'on les a peut-être notées sur le paperboard, on va les remercier. On a ce petit feedback positif qu'on peut faire. On va valoriser chaque contribution que chacun a pu faire. On va potentiellement, même collectivement, valider des idées. Ça va du coup renforcer l'engagement des uns et des autres en disant mon idée est acceptée, mon idée est appréciée, mon avis compte. C'est un truc tout bête, mais ça fonctionne très bien. Ça, c'est une reconnaissance qui va forcément encourager chacun à continuer à s'impliquer. Mais comme mon idée a été validée, je vais aller un peu plus loin encore dans mon idée parce que j'aime bien avoir ce petit retour, ce petit feedback positif. Donc, ça va créer une dynamique beaucoup plus positive. Ça va donner un sentiment un peu de responsabilité partagée autour de ce projet. Et puis, progressivement, on va attribuer des rôles et des responsabilités à chacun. Parce que une fois que, après ce tour de table, ces idées validées, on peut dire tiens, toi, puisque la personne a continué à parler et à aller plus loin dans son idée, tiens, tu pourrais peut-être prendre la responsabilité de tel projet. Ou c'est quand tu auras développé cette chose, un tel pourra aller sur tel produit. Et on va les inviter à proposer encore plus d'idées clés. On va leur demander peut-être de faire des rapports, faire un plan d'action. On leur demande de s'impliquer un petit peu plus. Et en fait, plus ça va, plus les équipes vont recevoir du coup un peu un rôle au fur et à mesure, en fonction des contributions qu'ils ont pu nous donner pendant le tour de table.
Leur implication, elle va forcément s'intensifier parce que c'était leur idée, puis on leur demande de la développer un peu plus, puis on leur demande de creuser un peu plus. Donc, ils vont se sentir un peu propriétaires de cette partie-là. Et donc, ils sont forcément un peu plus motivés à y aller. Et on va leur donner de l'autonomie derrière, parce que ça aussi, c'est aussi important d'arriver à donner de l'autonomie parce qu'on leur fait confiance. On va leur dire, voilà, on va te laisser travailler sur ce projet, d'avancer sur telle partie. Et puis, à chaque étape franchie, encore une fois, on va féliciter, valoriser, reconnaître. Et donc, on va donner encore un lien plus fort pour ce projet que l'on fait collectivement, mais avec chacun une petite part d'autonomie. Et du coup, les gens, ils vont se sentir encouragés. Ils ne vont pas se sentir contraints d'avancer sur un projet, mais ils vont se sentir encouragés. Ils vont se dire, OK, j'ai une semaine, 10 jours, un mois pour avancer. On se revoit à la prochaine réunion pour voir les points d'amélioration, les points d'avancement de chacun. Et ça va clairement améliorer l'engagement collectif, global de l'équipe. Ça va les motiver et ça va faciliter le succès du projet parce qu'on y est allé étape par étape, petit bout par petit bout, le pied dans la porte. On a fait peut-être l'effet mirroring, on a fait tous les petites techniques qu'on a pu voir dans la matinée pour justement se dire, OK, c'est ensemble qu'on va y arriver grâce à tel et tel élément. Et ça, c'est quelque chose qui va être essentiel aujourd'hui, et ça en 4 étapes. C'est comme ça que vous allez arriver, en tout cas, à embarquer les équipes au fur et à mesure. Ça fonctionne aussi, on l'a vu avec tout ce qui était négociation et gestion de conflits. Quand vous êtes en désaccord avec une personne, vous allez reformuler les objectifs. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui va vous opposer, on va plutôt s'ancrer sur ce qui nous rassemble. Encore une fois, toutes ces petites techniques fonctionnent très bien en négociation et en gestion de conflits. Ça fonctionne sur la négociation salariale, encore une fois, on voit pas une contrainte, on voit pas une difficulté, on voit une opportunité de partager une vision sur des éléments qu'on a en commun. On se ressente sur ce qui nous rassemble plutôt qu'on se dispute sur ce qui nous divise. Et c'est ce qui va clairement pouvoir vous aider. Et puis, aussi sur votre propre influence, hein. Tout ça, ça va aussi vous aider à être beaucoup plus charismatique, à être plus à l'aise quand vous allez présenter des choses, parce que vous allez voir comment arriver justement à utiliser ces techniques pour arriver à embarquer beaucoup plus facilement les personnes. Voilà ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui. Je vous partage le petit récap avec justement tous les éléments qu'on a abordés ce matin. L'objectif, c'est de voir s'il y a une technique qui peut-être parmi toutes celles qu'on a vues vous semble plus facile à utiliser. Et puis, vous allez pouvoir la tester au quotidien. Alors, encore une fois, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, c'est vous qui voyez. Que ce soit dans une conversation avec des amis, un échange au travail, votre future négociation avec un client ou votre patron. Et puis, c'est de se dire, tiens, peut-être que la prochaine fois, vous allez tester davantage l'écoute active lors d'une réunion. Vous allez essayer de reformuler les idées. Vous allez vous adapter au non-verbal ou à l'intonation de la voix de votre interlocuteur. Ou alors, vous allez tester des techniques d'ancrage dans une négociation. Voilà, il y a peut-être des moyens, en tout cas, de tester plein de choses aujourd'hui. D'où l'importance de ce petit tableau récap. Et on voit que chacun peut être compilé les uns avec les autres pour faciliter l'engagement et l'accompagnement. Et donc, la petite punchline de fin, c'est influencer, c'est éclairer le chemin sans forcer la direction, pour vraiment montrer la différence entre l'influence et la manipulation. Parce que tout ça, bien sûr, est toujours fait dans un but commun et dans un intérêt, en tout cas, qui est commun, en tout cas un intérêt qui est bon pour les deux parties avec qui vous êtes en discussion. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a plein de petits messages. Des personnes qui ont dû partir. Je suis beaucoup trop bavarde, je le sais, c'est terrible. Merci pour les petits messages. Merci Alice.
Ben, merci à tous. Certains ont des questions surtout, n'hésitez pas. Oui, l'objectif, c'est effectivement que ce soit applicable. Alors vous avez Estelle, vous allez avoir le replay qui sera disponible sur YouTube, donc du coup, il y a pas besoin d'avoir les slides. Sinon prenez vite en photo le la slide des récaps. J'ai vu passer une petite question. Comment sortir des biais, par exemple, l'effet de halo? Alors c'est toujours très compliqué. Déjà, il faut arriver à en prendre conscience effectivement de l'ensemble des biais. Donc là, souvent, il faut faire, bon alors j'invite souvent les gens à avoir à faire une formation pour arriver à sortir de ces différents types de biais. Mais oui, il y a des techniques. Hem, pour le biais pour le biais du attendez, parce que ah là là, j'ai plein de j'ai des notifs qui apparaissent, qui cachent tout. Souvent, si on veut sortir du biais de halo, c'est déjà d'en prendre conscience. Déjà, c'est pas toujours évident. C'est, heu, arriver à, en fait, à prendre du recul, à analyser un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser une impression, qui va nous influencer, c'est aussi se poser la question de: «Tiens, qu'est-ce qui aujourd'hui, est important?» Alors typiquement, on a souvent des grilles d'évaluation. Alors pour le biais de halo, je pense notamment en entretien, on a souvent des grilles d'évaluation. C'est-à-dire qu'on va, essayer de se dire: «Je vais analyser les choses en fonction d'un objectif ultra précis», histoire d'éviter justement l'ensemble des biais et notamment le biais de halo. Et donc on va définir avant une discussion, avant un échange ou avant une négociation, les éléments sur lesquels on veut pouvoir prendre une décision. Donc qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Et dès lors qu'on arrive à définir en amont les éléments, les données, qu'on veut véritablement analyser, ça peut être des réalisations mesurables, ça peut être, ce genre de choses, et ben, on va se fixer pendant l'échange à ne prendre une décision que sur la base de cette grille d'évaluation. Et les ressentis qu'on va avoir à côté, on va se dire que non, on n'en tient pas compte. Et ce qui va être important aussi dans ces cas-là, c'est de ne pas être le seul à faire un retour. Alors je reprends l'exemple du recrutement, mais parce que c'est souvent là où c'est le plus important. Et on va demander aussi aux personnes, et on le voit dans le recrutement, d'avoir plusieurs personnes qui participent au recrutement, au même entretien ou à des entretiens différents, d'avoir cette même grille d'évaluation, donc de se dire on évalue sur les mêmes données, les mêmes éléments. Et du coup, on va diversifier un petit peu cette source de feedback, parce qu'à la fin, on est plusieurs à avoir évalué les mêmes choses à des moments différents. Et donc, on va pouvoir du coup se baser sur quelque chose de concret, et on va éviter d'avoir un jugement qui ne serait pas objectif. Donc là, on va avoir un jugement qui est vraiment, on dit un jugement critique, c'est-à-dire qui est basé uniquement sur des éléments précis, sur des points d'évaluation qu'on voulait absolument avoir. Et Nicolas qui me dit: «J'aurais des suggestions à te faire pour décliner cela dans la relation entre les professionnels du conseil et leurs clients». Ouais, avec grand plaisir. Sophie, vous allez retrouver la formation sur YouTube, donc vous aurez les slides qui s'afficheront. Ne vous inquiétez pas. Pas d'autres questions?
Et au besoin, Céline, si le biais de Halo vous interpelle, après, parce que là, je vous l'ai décliné en format recrutement, n'hésitez pas, hein, sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire, je suis en open profile, donc n'hésitez pas, si vous avez un élément en particulier sur lequel vous voulez des conseils, c'est avec grand plaisir. Eh ben, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous, j'arrive plus à parler, à très bientôt pour un prochain atelier. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Merci, à bientôt.
Tu as bougé encore ton derrière? Ça paraît encore. C'est pour la grande, j'avais des questions. Merci, merci. Ah, putain, mais lourd. Oh, c'est quoi tout ça? Ah, t'as vu, on a plein de messages de. Ouais. Arrêtez l'enregistrement.